Bonsoir. L'une des deux victimes de l'attaque au couteau d'hier soir à Beth Horon, près de Jérusalem, a donc succombé à ses blessures ce matin. Âgée de 24 ans, cette jeune fille avait été poignardée par les deux terroristes palestiniens qui s'étaient introduits dans cette implantation. Les obsèques de la victime ont eu lieu tout à l'heure à Jérusalem. Joseph Emmanuel. Elle a du mal à trouver ses mots, submergée par l'émotion. Quelques mots pour son ami Shlomit, assassiné la veille. Ta bonté, ton cœur et ton honnêteté sont uniques. Et si malgré tout, Dieu a choisi de t'avoir à ses côtés, alors s'il te plaît, parle-lui, avec douceur et avec fermeté, comme tu sais le faire. Et qu'il dise assez, qu'il mette fin à nos difficultés. Assez de cette terrible punition qui nous arrache les meilleurs. Des centaines d'Israéliens anonymes, plusieurs personnalités politiques aussi, sont venues assister aux obsèques de Shlomit Kriegman à Jérusalem. Après 2 années passées sous les drapeaux, Shlomit étudie le design à l'université d'Ariel. Ses amis parlent d'une jeune femme curieuse, ouverte aux autres et optimiste. Ses professeurs décrivent une étudiante calme, réfléchie, intéressante. Elle travaillait à un projet de bibliothèque dans les arrêts de bus pour faire, disait-elle, aimer les livres aux jeunes Israéliens. Un projet pour combiner aussi ses deux passions, la lecture et le design. Mais son destin bascule lundi un peu avant 17h. Shlomit achève sa journée de travail à Beth Horon en Samarie, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. À quelques mètres, 2 jeunes Palestiniens viennent de poignarder une femme. Ils s'en prennent ensuite à Shlomit. Transportée dans un état grave à l'hôpital, elle décède au petit matin. Shlomit est la 30e victime d'une vague de terreur palestinienne démarrée il y a 3 mois. Elle repose désormais aux côtés de Daphna Meir, une mère de famille poignardée elle aussi. C'était il y a 1 semaine chez elle face à ses enfants dans l'implantation juive d'Otniel. Alors on est en ligne avec Michael Gabé qui habite précisément cette localité de Beth Horon. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissiez, j'imagine, cette jeune victime ? Elle était connue dans l'implantation parce qu'elle s'était occupée du mouvement de jeunesse qui reçoit tous les enfants en fait tous les samedis, et elle a aussi pendant justement l'époque où elle était en service national, elle a travaillé à l'école du Yishuv où elle donnait des cours particuliers à certains enfants ou etc. Donc mes enfants ont eu des cours avec elle. Elle a été leur animatrice au Bnei Akiva. Donc on la connaissait bien. Quelle est l'atmosphère ce soir ? Est-ce que l'inquiétude et la tristesse dominent encore ce soir à Beth Horon ? Je veux dire, là, je suis sorti juste, on est en milieu d'une réunion d'information justement avec l'officier en chef du Yishuv qui s'occupe de la sécurité. Il y a la police, l'armée, des gens du conseil régional qui sont là pour venir justement nous dire qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les mesures qui vont être prises, comment apprendre justement de ce qui s'est passé, et puis justement donner un maximum d'informations pour justement que les choses elles soient de manière linéaire, quoi. Tout le monde ait la même information, qu'il n'y ait pas de rumeurs, pour justement faire baisser les tensions. On a eu des psychologues aujourd'hui dans les écoles et dans les jardins d'enfants qui ont parlé avec les enfants, qui les ont accompagnés. Certains enfants étaient dans la macolette au moment où ça s'est passé, donc il y a eu quelques enfants qui étaient un peu sous le choc. Justement, le Bnei Akiva a aussi fait une opération dans l'après-midi où ils ont pris tous les enfants pour les mettre en rond, les faire parler, les faire chanter, faire justement essayer de comprendre ce qui s'est passé, de l'intégrer, et justement pour pouvoir continuer à vivre. Michael Gabé, quand on habite une implantation, on sait qu'on est exposé à ce type de risque plus qu'ailleurs en Israël ? Plus qu'ailleurs, je ne sais pas si on fait le calcul depuis l'intifada du couteau, s'il y a eu plus d'attentats à Jérusalem ou dans des implantations. Je pense que depuis que l'armée la police et l'armée a investi justement Jérusalem de façon massive, ils essayent ils redirigent leurs attaques vers des implantations qui sont plus proches d'eux. Et c'est pour ça qu'on voit des attaques sur les implantations. C'est sûr et certain que là où on habite, il y a un gardien à l'entrée, il y a une barrière autour, il y a des tours de garde. On fait un petit peu plus attention au quotidien que ce qu'on pourrait faire dans une grande ville.
mais je pense pas qu'on soit plus exposé, surtout que le Bet Horon, c'est une implantation qui est sur un axe routier principal. On est très loin des grands centres de population arabe. On est extrêmement protégé. On a à la fois la barrière de protection de séparation et la barrière du Hichouf. Mais encore une fois, c'était un peu l'introduction du briefing. Le risque zéro n'existe pas. Mais c'est évident que je pense que dans un Hichouf, c'est plus facile justement de comprendre et d'appréhender ce genre d'événement, puisque justement, comme c'est un peu plus présent dans la conscience des gens, donc tout le système fait que on va rassurer les gens, on va les prendre en charge. Il y a eu au milieu de cette affaire des actes de bravoure qui ont été faits par des habitants. On parle beaucoup du gardien qui est le Druze, qui est parti directement au contact des terroristes, mais on ne parle pas de gens qui les ont percutés sur la route parce qu'ils les ont vus. Enfin, plein de choses qui ont été faites au milieu pour justement faire en sorte que ce soit un attentat qui soit vraiment avec un minimum de développement. Merci Michael Gabé pour ce témoignage donc depuis Bet Horon où vous habitez. Alors justement la question de la protection de cette implantation est posée car elle se trouve évidemment dans une zone où il y a des villages arabes à proximité. Maxime Pérez s'est rendu sur place aujourd'hui. Reportage. Des bus affrétés spécialement pour les funérailles de Shlomit Krigman à Jérusalem. Mardi midi, la localité de Bet Horon s'est vidée durant quelques heures de ses habitants. Une communauté encore sous le choc de l'attentat. C'était comme regarder un film devant sa télé et se retrouver subitement au cœur de l'action. Il faut y faire face, mais là, on a besoin d'être soutenu. Notre chance, c'est d'être une communauté très solidaire. Sur les lieux de l'attaque, les enquêteurs de l'armée israélienne sont à pied d'œuvre. À l'évidence, c'est une faille dans le dispositif de protection du village qui a permis cette infiltration terroriste. Le temps presse pour renforcer cette modeste clôture de sécurité que les deux assaillants palestiniens n'ont eu aucun mal à franchir. Ils sont venus de cette vallée et ont utilisé les canalisations d'eau pour s'approcher et ensuite enjamber la clôture. Ils se sont retrouvés devant la supérette. C'est un peu le cœur du village, il y avait beaucoup de monde. Pour les habitants de Bet Horon, nul doute que les terroristes ont bénéficié d'une complicité. En l'occurrence, celle d'ouvriers palestiniens qui transitent par le village pour accéder à leur champ d'oliviers. Juste devant, ces grillages de protection. Leur attaque aurait pu être encore plus meurtrière si les terroristes s'en étaient pris à ce jardin d'enfants qui a fermé ses portes une dizaine de minutes avant l'infiltration. Tout s'est donc déroulé autour de l'épicerie du village où les deux Palestiniens ont finalement été abattus par un garde de sécurité. Ceux qui connaissent bien les lieux savent que leur localité n'est pas à l'abri d'une nouvelle attaque. C'est très facile de se dire qu'il y a une clôture et qu'on est tranquille. Mais c'est faux. Je connais trop bien cette vallée. La sécurité ici, elle ne tient qu'à des gens qui sont aptes à réagir si besoin. C'est ce qu'il y a de plus important. Après cette nouvelle attaque, la troisième consécutive contre une implantation juive de Cisjordanie, instruction a été donnée à toutes les équipes de sécurité et à tous les habitants détenteurs d'un permis de rester en permanence avec leurs armes. Alors Daniel Haïk, bonsoir. Il y a ce soir évidemment une inquiétude aussi au sein des forces de sécurité israéliennes qui se demandent comment faire face à ce type d'attaque. Oui, parce qu'effectivement, comme disait Maxime, il y a eu 3 attentats en 10 jours dans des localités juives de Judée et Samarie, Otniel, Tekoa et hier donc Bet Horon. Et on constate une forme d'audace de la part des terroristes qui rentrent à l'intérieur de ces implantations, même si elles sont sécurisées, même s'il y a des barrières de protection. Alors, comment faire face à cette audace ? Eh bien, cela signifie d'abord pour les forces de sécurité qu'il y a une baisse de la force de la dissuasion de l'armée israélienne. Cela veut dire que les terroristes sont moins inquiets, ils sont apparemment plus indifférents à tout ce qui pourrait leur arriver, et donc on va essayer de comprendre au sein des forces de sécurité comment fonctionnent ces terroristes qui sont des loups solitaires, qui sont incités, on le reconnaît dans l'armée et au sein du Shin Bet par les réseaux sociaux. Comment fonctionnent-ils? Et pour cela, eh bien, on a interrogé au sein des forces de sécurité israéliennes, on a interrogé les terroristes qui ont échappé à la mort, qui n'ont pas été abattus par les forces de sécurité depuis le début de cette vague de violence,
violence, et on a constaté de manière assez inattendue que la motivation principale n'est pas la motivation idéologique, mais qu'il s'agit souvent d'un cas de vengeance personnelle, de vengeance familiale. Un exemple, il s'agit par exemple d'un terroriste qui a été arrêté, qui a commis un attentat après avoir participé aux obsèques de son proche qui avait lui-même été abattu par des forces de sécurité israéliennes dans le cadre d'un attentat. On a remarqué aussi qu'il y a une forme de stimulation terroriste dans certains villages, et on a remarqué que par exemple il y avait 5-6 terroristes palestiniens qui venaient du même village et qui avaient commis des attentats dans l'espace de plusieurs jours. Donc il y a certains cadres, certains stéréotypes que l'on peut remarquer, mais on reconnaît au sein des forces de sécurité israéliennes que l'on est dans une situation difficile, que on n'a pas encore atteint le paroxysme de cette vague de violence, que celle-ci devrait se poursuivre. C'est l'avis de l'armée depuis le début, et d'une certaine manière on estime que c'est un point particulièrement important, et on souligne deux paramètres qui empêchent une dégradation de la situation. C'est le fait que jusqu'à présent, en Israël, les autorités israéliennes ont permis à des milliers de Palestiniens de continuer à rentrer, à franchir la ligne verte et à rentrer pour travailler à l'intérieur du territoire israélien. Et le deuxième point important qui empêche une dégradation, c'est la poursuite de la coopération sécuritaire entre les autorités, entre les forces de sécurité palestiniennes et les forces de sécurité israéliennes. Alors dans ce climat, ce soir, vient s'ajouter une polémique diplomatique de nouveau entre l'ONU, le chef de l'ONU Ban Ki-moon, et Benjamin Netanyahou. C'est Ban Ki-moon qui a déclaré aujourd'hui que le droit des Palestiniens à se défendre face à l'occupation était naturel. Il justifie pour Netanyahou ces actes de terrorisme. Oui, effectivement, et c'est une déclaration de Ban Ki-moon qui a pu surprendre. Elle a été prononcée dans le cadre d'un débat du Conseil de sécurité, que c'est, selon lui, donc le terrorisme palestinien est une réaction naturelle et que l'on peut le comprendre et peut-être apparemment même le justifier. Cela a suscité une réaction immédiate de Benjamin Netanyahou qui a affirmé que ses propos ne faisaient qu'encourager le terrorisme. On remarque aussi en Israël, avec un certain étonnement, que ces propos ont été tenus à la veille de la fameuse journée internationale pour le souvenir de la Shoah qui doit se tenir demain et qui a été une initiative de l'ONU. Et cela étonne les Israéliens que Ban Ki-moon ait choisi justement cette date symbole pour justifier d'une certaine manière le terrorisme palestinien. Merci Daniel Haïk.